Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les populations réagissent après la décision du gouvernement de transformer les titres précaires en titres fonciers et gratuitement. La mesure prise hier en Conseil des ministres est une véritable aubaine pour certains. Retour dans cette édition sur son champ d'application. Et puis les factures d'électricité à l'ère de la baisse de 10% annoncée en début d'année par le président Macky Sall. La mesure est effective et les populations l'accueillent avec soulagement. Réaction à Dakar dans ce journal. Voilà un an que l'État a décidé d'interdire la production, la commercialisation, l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. 12 mois après, où en est-on dans l'application de cette loi? Le point dans cette édition. Le Sénégal entend améliorer ses performances économiques avec un taux de croissance qui devrait être maintenu ou encore plus élevé que les 6,5% de 2015, un chiffre jamais obtenu depuis 30 ans. Nous en parlons dans la rubrique économie de ce jeudi. Bienvenue et bonsoir à tous. Les titres précaires seront donc transformés en titres fonciers, mesure prise hier en Conseil des ministres. Il faut dire que c'est une mesure qui a un champ d'application bien précis. Retour sur les différents contours de cette décision gouvernementale avec René Massiga Diouf. Comment acquérir un titre foncier à partir d'un titre précaire a été jusque-là la grande équation pour de nombreuses populations. Longueur des procédures, services payants et parfois coûteux sont les difficultés qui dans la plupart des cas font obstacle à toute démarche administrative des citoyens. La décision prise en Conseil des ministres par le chef de l'État rend facile l'accès aux documents. Elle transforme simplement les titres de propriété en titres fonciers. Aujourd'hui, il faudra sécuriser les transactions foncières, protéger les investissements et permettre aux familles qui le désirent d'accéder à la pleine propriété, le titre foncier. Car le titre foncier, c'est le droit de propriété le plus achevé. L'importance de cette mesure aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes détentrices de ces titres précaires d'accéder à un titre foncier qui devient un droit définitif et inattaquable. La mesure est révolutionnaire et destinée à faciliter les conditions d'accès à la propriété. Pour le ministre en charge du budget, elle n'est dictée que par des motivations sociales et s'applique quasiment à un large éventail de détenteurs de titres de propriété. Le champ d'application de cette mesure, c'est tous les permis d'occuper, les autorisations d'occuper et les titres qui ont été délivrés dans la période de 1926 à 1972. Les titres d'occupation dans les lotissements réguliers délivrés par les autorités administratives compétentes. Ces types de titres sont souvent rencontrés au niveau des quartiers comme la Médina, comme Grand Dakar, comme Gueule Tapée, comme Fass, Colobane et Grand Yoff. L'application de cette décision sera accompagnée de dispositions opérationnelles. Les services concernés seront mobilisés et les moyens déployés pour la rendre effective. La différence fondamentale avec de précédentes mesures de même nature est que celle-ci est gratuite. L'importance de la mesure pourrait, s'évaluer sous deux angles. Le premier, c'est la gratuité de l'opération. Toutes les personnes, tous les citoyens qui le désirent peuvent aujourd'hui bénéficier d'un titre foncier sans bourse déliée. Deuxièmement, le chef de l'État a instruit le gouvernement de simplifier la procédure et d'accélérer l'opération. Dans la continuité de l'objectif de conférer à cette mesure un sens uniquement social pour aider les populations qui le désirent sans en avoir les moyens, parce que il y avait avant cette mesure un dispositif extrêmement important
qui est la loi 87-11, qui permet de février 1987, qui permettait de transformer les baux ordinaires et les baux emphytéotiques, notamment en titre foncier. Mais cette loi n'avait pas, disons, une disposition qui rendrait gratuite l'opération. Le ministre assure de la mise en place de moyens conséquents pour l'accompagnement de la mesure, laquelle apportera un nouveau souffle à une procédure d'acquisition du titre foncier, parfois extrêmement décourageante. Alors comment les Sénégalais accueillent-ils cette mesure? Reportage dans certains quartiers de Dakar, signé Ourey Thiam. L'annonce faite en Conseil des ministres de la grande réforme sur le foncier a été extrêmement bien accueillie par les populations. Ici, à la Médina, l'un des principaux quartiers concernés, cette transformation des titres précaires en titres fonciers était sur toutes les lèvres et au cœur de toutes les discussions. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. On croit rêver. Parce qu'on a toujours voulu obtenir un titre foncier. Et aujourd'hui, avec cette annonce du chef de l'État, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. C'est extraordinaire. C'est une bonne chose. C'est quelque chose de très simple, d'intéressant, d'utile et qui satisfait les gens qui n'ont pas la possibilité de faire des démarches en ce sens-là. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, à cause de toutes les péripéties que les gens de bonne volonté rencontrent pour simplement se mettre aux normes. Parce que nous savons très bien que sans papiers légaux, on ne peut pas régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, quelqu'un qui veut un prêt ne pourra pas en avoir s'il n'a pas de papier en règle. Cet enthousiasme se justifie par le long parcours de combattants qu'il fallait faire pour accéder à la pleine propriété au Sénégal. Cette décision est le résultat d'un long processus entamé par les services de l'État, mais l'engouement était très faible. Seule une centaine de titres précaires avaient été changés. Mais aujourd'hui, le chef de l'État demande une modification des textes afin que le maximum de Sénégalais puissent en bénéficier gratuitement à travers les futurs guichets uniques. Et ça, les habitants des Parcelles Assainies l'apprécient à sa juste valeur. Nous saluons cette bonne nouvelle parce que nous l'avons toujours demandé, mais moyennant des sommes que nous ne pouvons vraiment pas payer. Vous savez que les Parcelles Assainies, c'est un projet qu'on avait fait pour les démunis. Donc, s'il y a ce projet-là, s'il y a cette décision prise par le président de la République qui nous facilite, par exemple, l'obtention du titre foncier, on n'a que la saluer. Chaque habitant des Parcelles Assainies attendait cette annonce avec impatience. Nos permis d'occuper pourront prendre de la valeur maintenant. Alhamdulillah. La transformation des titres va octroyer au terrain beaucoup plus de valeur et une sécurité juridique certaine. Et ce traitement équitable sur les titres de l'État sera bénéfique pour toutes les parties concernées. Le titre précaire, c'est un droit personnel qui est consenti à quelqu'un pour l'occupation d'une parcelle. C'est juste pour déterminer l'occupant d'une parcelle. Il ne doit aucun autre droit que de l'occuper exclusivement. À l'opposé, nous avons en face de ces titres précaires ce qu'on appelle le titre foncier, qui est un droit réel immobilier, qui est le modèle le plus achevé du droit de propriété, qui confère au titulaire la possibilité de l'occuper, de le vendre, de le louer et d'en récolter les fruits. Dans une ville comme Dakar, ou même je dis le Sénégal, qu'il y ait pas plus de 20% de propriétaires qui ne disposent pas de papier en règle, ça pose un problème. Le titre foncier pose un problème. Donc que cette mesure-là arrive maintenant, mais on ne peut qu'applaudir en se disant que dans l'application, je veux dire tous les services de domaine qui sont concernés, mais veilleront à diligenter les procédures pour ne pas encore qu'on tombe sous le coup du parcours des combattants. Le chantier est donc vaste et l'enthousiasme énorme, mais avec la modification de la loi, la création de guichets uniques et la gratuité des extraits de plans, la route vers la liberté et l'équité foncière sera bien balisée pour le bien des populations sénégalaises détentrices de titres précaires sur l'ensemble de l'étendue du territoire.
Autre fait social, la baisse du prix de l'électricité est donc effective. Les dernières factures le confirment, moins 10%, comme l'avait annoncé le président Macky Sall en début d'année. Une baisse significative soutiennent les populations que notre reporter Aminata Mengfal a rencontrées. La baisse du prix de l'électricité, une mesure que les populations attendaient avec impatience. À Rebeuss, ce quartier populaire, les factures sont reçues avec beaucoup de joie. Les populations saluent l'effectivité de la baisse. Nous sommes très contents de la baisse du coût de l'électricité. Depuis qu'on a reçu les factures, les gens en parlent dans le quartier. C'est une très bonne chose. Ici, comme ailleurs, la baisse substantielle du coût de l'électricité est favorablement accueillie comparativement au mois précédent. Vraiment c'est bon parce que moi je l'ai ressenti. Ça veut dire que parce qu'avant je payais 90 000, 86 000, donc vraiment hier quand j'ai vu la facture quand c'était venu, c'était un montant de 38 000. Donc j'ai vu que vraiment c'était vraiment cool quoi. Je ne sais pas est-ce que ça va continuer comme ça ou pas, mais bon, c'est vraiment cool pour l'instant. Vraiment, il y a des changements. La dernière fois, nous avons payé 40 000 francs. Ce mois-ci, la facture s'est élevée à 20 000 francs CFA. Pour les ménages les plus vulnérables, cette baisse constitue un allègement de la pression sociale. C'est une mesure qui profite surtout aux ménages qui peinent à joindre les deux bouts. C'est une bonne initiative. Je pense que c'est une bonne chose que nous voyons. À travers cette mesure sociale prise par le chef de l'État à l'occasion du Nouvel An, l'État vise directement un gain de 30 milliards en faveur des ménages. Toutefois, les Sénégalais espèrent voir la mesure se pérenniser. Le gouvernement décline sa feuille de route économique et sociale pour 2017, 153 milliards à l'agriculture, 22 aux collectivités locales, de grands investissements dans le monde rural, la santé avec une loi sur la couverture maladie universelle, le foncier, la justice, bref, autant de secteurs pour consolider la croissance en 2016, estimée à 6,7%. C'est ce qui ressort de la préparation de la revue annuelle conjointe 2017. L'atelier s'est ouvert en présence des partenaires techniques et financiers et du ministre des Finances, Amadou Ba Abiboumaï. Quand la revue annuelle conjointe se prépare, on risque de chercher une place dans une salle comble où le gouvernement décline sa feuille de route économique et sociale. Des secteurs clés qui charrient les bons points de l'émergence. Les partenaires techniques et financiers du Sénégal veillent sur la bonne exécution des projets et l'évaluation des politiques publiques. Des réalisations de 2016 qui augurent de belles perspectives pour 2017. Pour l'année 2017, le budget prévoit 153 milliards pour l'agriculture. Avec le vote de la LFI 2017, l'investissement sera orienté vers des projets d'envergure, tels que le projet d'équipement du monde rural, le programme national d'autosuffisance en riz, le programme des domaines agricoles communautaires. Il n'y a pas que l'agriculture à servir, mais aussi la santé et les collectivités locales. Adopter une loi pour rendre obligatoire la couverture maladie universelle. Le projet de loi est en train d'être réactualisé en tenant compte du nouveau dispositif institutionnel. Augmenter les transferts financiers de l'État vers les collectivités locales au titre de l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources allouées aux collectivités locales ont connu une hausse entre 2014 et 2015. Le fonds de dotation de la décentralisation est passé de 20 milliards 410 millions à 22 milliards 408 millions de francs, soit une hausse de 1 milliard 9,8%. Le fonds d'équipement des collectivités locales est passé de 15 milliards à 20 milliards, soit une hausse de 5 milliards, soit 33%. La feuille de route délimite le foncier et fixe les contours des contrats de performance pour l'administration. La justice également avec le code pénal et le code de procédure pénale. La lutte contre le terrorisme et son financement. De quoi consolider les estimations de croissance. Une réponse à ceux qui pensent que la croissance ne se mange pas. La croissance se mange comment? Je vais juste vous donner un exemple. Il y a de cela 2 ans, il n'y avait pas une seule brique au niveau de Diamniadio. Est-ce que vous êtes passé à côté ces temps-ci?
Il y a des chantiers qui se développent. Ça pousse comme des champignons. Comment ces chantiers sont arrivés là-bas? Ce n'est pas des anges qui sont venus les implanter. C'est des personnes qui sont venues travailler, qui sont venues faire vivre l'environnement. Et aujourd'hui, Diamniadio est en train de devenir une véritable ville. Ces gens qui travaillent là-bas, ce sont eux qui font la croissance. Et cette croissance qui naît des activités de ces personnes, eh bien, a pour conséquence qu'ils sont rémunérés. Au regard de ce schéma, la croissance donc se mange. Parce que c'est ça qui vous permet de travailler et c'est ça qui vous permet d'avoir la dépense quotidienne. En attendant fin avril 2017 pour rendre compte au chef de l'État lors de la revue, le travail continue pour faire vivre l'économie, seule voie menant vers l'émergence, avec un axe capital qui est l'amélioration du climat des affaires. Cela fait plus de 30 ans que le Sénégal n'a pas eu, en 2 ans consécutifs, un taux de croissance qui dépasse 6%. Il faut le mettre à l'actif des secteurs dynamiques et d'un climat des affaires qui ne cesse de s'améliorer. Le Sénégal va d'ailleurs vers la mise en œuvre de la phase 2 de son programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité pour encore plus de performances. On en parle dans la rubrique économiste ce jeudi avec Aram Nawa. Une performance qui convoque l'histoire. Au-delà du 0,1% qui s'ajoute aux estimations et qui porte le taux de croissance à finalement 6,7%, il est à relever une constance qui s'est fait longtemps désirer. Pour la première fois, en tout cas depuis 80, nous aurons enregistré un taux au-dessus de 6%, 2 années successives. Et le trend sur lequel nous sommes, 4,3% en 2014, 6,5% en 2015, 6,7% en 2016, montre quelque part qu'on est en train de migrer vers un nouveau sentier de croissance. Cette croissance est enregistrée dans un contexte de faible inflation, de déficit budgétaire réduit, de dette soutenable, d'une économie en pleine transformation et d'un environnement des affaires en perpétuelle réforme. Voilà la vision ou le regard que l'investisseur a sur le Sénégal. Un pays stable politiquement, un pays facile d'accès du point de vue géographique, un pays très bien connecté, donc ses zones rurales, ses zones urbaines et sa sous-région, avec les projets en cours. Le Sénégal crée de la richesse d'une année à une autre. C'est ça qui confère à notre pays une progression significative et régulière de notre taux de croissance de notre produit intérieur brut, qui nous positionne aujourd'hui comme le 2e créateur de richesse de la sous-région. Ce taux de croissance qui affiche pour la 2e année consécutive les 6% rappelle une autre performance. Un Sénégal 2 fois de suite dans le top 10 des meilleurs réformateurs. C'est que le pays s'est aussi très tôt doté d'un outil appelé PREAC. Quand on termine le PREAC 1, 2013-2015, on lance une nouvelle perspective. C'est le PREAC 2, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, seconde génération. Nous avons des parcs industriels disponibles. Et la loi sur les zones économiques spéciales intégrées a été votée en décembre 2016. Ça consacre la dynamique du Sénégal d'aller maintenant vers les réformes XXL pour l'investissement. Et le président Macky Sall a décidé d'élargir la palette des statuts de zones économiques spéciales dans tous les secteurs. On aura demain des zones économiques spéciales dans des secteurs touristiques, des zones économiques spéciales du secteur agricole, dans le secteur industriel. Ce qu'il faut comprendre de ces secteurs, ce sont eux qui ont porté la croissance en 2016. Il y a la pêche qui a été très dynamique, il y a le secteur touristique qui était très dynamique, il y a l'agriculture, il y a la construction qui a été dynamique, les ICS qui ont été très dynamiques, il y a les cimenteries, il y a les secteurs financiers, il y a les transports, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a fait une croissance sur une année ou seulement 2 années qu'on va radicalement changer les conditions de vie des gens. J'aime bien citer l'exemple de la Chine qui peut-être a connu une croissance peut-être pendant plus de 30 ans avant qu'on ne commence à parler vraiment de la Chine. Donc c'est ça que le plan Sénégal émergent essaie de chercher, une croissance dynamique au-delà de 6-7% pendant des années.
C'est cela aussi le mot des partenaires techniques et financiers qui font confiance au Sénégal et qui l'accompagnent dans son projet d'émergence. On a souligné l'importance de maintenir la croissance économique, de mener les efforts pour que cette croissance soit inclusive. On a souligné aussi l'importance de continuer les réformes pour appuyer l'investissement privé, le développement du secteur privé, aussi bien que le développement rural. Un climat des affaires sain, une croissance positive, au secteur privé local d'apporter aussi son appréciation. Aujourd'hui, on arrive à créer des sociétés très rapidement et même dans les régions, parce que nous, à Kaolack, on arrive à créer des sociétés à moins de 48 heures. Encore, il y a beaucoup de mesures incitatives que l'État a prises pour encourager le secteur privé de investir au Sénégal. Ce que nous pensons qu'on doit travailler plus, c'est de protéger notre production, que ce soit la production agricole ou la production de l'industrie. C'est un Sénégal fort de sa croissance et de ses réformes fructueuses qui envisage aujourd'hui l'avenir avec plus de sérénité, l'émergence étant un processus long qui exige une démarche inclusive et des efforts soutenus. La rubrique économique, c'est tous les jeudis. Le ministre de l'Intérieur a rencontré ce jeudi les acteurs politiques pour recueillir leurs avis pour la fixation du montant de la caution pour les élections législatives. Selon les propositions des participants, le montant sera compris dans la fourchette de 0 à 20 millions, la caution déjà arrêtée en 2012. L'assurance est du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. La synthèse de Amadou Aramtiam. La politique, certes, mais responsable et serein sur une question d'enjeu électoral. La caution, qui est une condition de recevabilité de tout dossier d'un candidat devant concourir à l'expression du suffrage des populations. C'est en application des dispositions de l'article L171 que je vous ai convié à cette rencontre de concertation pour recueillir vos avis pour les besoins de la fixation du montant de la caution qui doit être versée à la Caisse de dépôt et consignation en vue des élections législatives du 30 juillet 2017. De 47 inscrits sur la liste de prise de parole, 45 représentants de coalitions de partis ou de partis ont donné leurs avis sur la question. Si pour beaucoup l'expression de la démocratie a un coût, des divergences sont notées sur les planchers à observer. Nous avions pensé véritablement qu'il fallait baisser la caution et la ramener à un plancher de 3 millions et à un plafond maximum de 5 millions. Nous avons fait, nous, une proposition au ministre de l'Intérieur pour lui dire que nous faisions confiance donc, à l'autorité du président de la République et à son expertise pour que nous puissions fixer cette caution autour d'un montant allant de 15 à 20 millions. Pour le plus jeune chef de parti politique au Sénégal, l'État doit supprimer la caution et instituer des frais de participation. Que ces 5 millions ne soient pas remboursables pour que vraiment les partis politiques puissent vraiment participer donc aux choses électorales, pouvoir donc prendre en charge leurs propres frais, c'est-à-dire les bulletins de vote et autres, et ne plus toucher donc aux deniers publics. Après avoir recueilli les avis, le ministre de l'Intérieur a promis de trouver la meilleure formule qui épouserait les préoccupations des uns et des autres. Je rappelle que ce montant est remboursé dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats à la liste des candidats ayant obtenu au moins un élu à l'Assemblée nationale. L'arrêté fixant le montant de la caution détermine en même temps le nombre de documents de propagande pris en charge par l'État pour chaque liste de candidats. Rendez-vous est donc pris après la décision de l'autorité qui arrête le montant de l'engagement. Retour sur la visite du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime dans la région de Matam. Sur place, Omargui a promis la réalisation de grandes fermes piscicoles. Le point avec Oumou Kalsomsal.
La visite du ministre Oumar Gueye au niveau du marigot de Patowel suscite beaucoup d'espoir chez les pêcheurs du département de Kanel. Leurs activités sont au ralenti ces dernières années. Dans ce plan d'eau où le repos biologique est observé chaque année, le poisson se fait rare. Il y avait des années où il y avait beaucoup de poissons. Et tout le département de Kanel, de Matam, tout le monde venait se ravitailler en poisson ici. Ça a duré plusieurs mois. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, quand on pêche 3 semaines, 4 semaines, c'est presque fini. Des solutions existent qui consistent d'abord à un dragage. Ça, c'est une de nos possibilités. Mais également, essayer de voir comment repeupler les marigots, les mares et marigots. Dans le cadre de repeuplement, on nous a beaucoup parlé de barrages depuis que nous sommes dans la région de Matam, dans la région même de Saint-Louis. Et comme ça vient de manière récurrente, il faut que nous nous intéressions pour voir quels sont ces impacts, pourquoi les populations parlent de ces barrages-là. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime s'est aussi rendu à la ferme piscicole des jeunes regroupés en GIE dans le département de Matam et à celle initiée par le guide religieux Tcherno Samassa. Il s'est félicité de ces initiatives tout en annonçant la mise en place d'autres fermes aquacoles afin de mieux valoriser le potentiel de la région. Par exemple, le site de Djamel, où nous aurons plus de entre 25 et 30 hectares pour développer la pisciculture avec des montants importants que nous allons investir. De l'ordre de 250-260 millions à Djamel. Nous allons aussi investir dans le Kanel un projet identique et également dans le Ranérou un projet identique pour que l'aquaculture puisse progressivement se substituer à cette pêche de capture. Le ministre a aussi annoncé la relance des activités du complexe frigorifique de Matam. Nous avons une équipe qui travaille, qui actuellement est en train de sillonner le pays parce qu'il y avait 15 complexes de ce type qui ne fonctionnaient pas. Et actuellement, 3 commencent à fonctionner. Et Matam, nous allons également redémarrer ce complexe-là de Matam. À Sadel, toujours dans le département de Matam, le ministre Oumar Gueye a fait part aux populations de sa décision de réhabiliter l'aire de transformation des produits halieutiques. Au cours d'une rencontre avec tous les acteurs de la pêche, il a aussi promis l'octroi de financement aux femmes mareyeuses de la région. Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a présidé hier la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôtel de ville et du marché de pierre. Cette initiative vise à doter les collectivités territoriales d'équipements adaptés pour l'exercice correct de leur mission de développement économique et social, mais également culturel. Luis Bitsa. Cet acte matérialise l'engagement des autorités à promouvoir la décentralisation comme axe prioritaire de la réforme de l'État. Nous sommes aujourd'hui à Pire parce que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, nous a demandé de venir à Pire vous rencontrer. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de l'exécution du programme de construction de sièges et d'infrastructures socio-économiques au bénéfice des communes et des départements est mise en œuvre par le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Et Pire a longtemps été l'université de l'islam où presque tous les érudits de l'islam ont séjourné, avec l'université ouverte vers 1603 et la mosquée construite en 1611. Aujourd'hui, nous sommes à Pire pour procéder à la pose de la première pierre du futur hôtel de ville et du marché de la commune. S'il est vrai que la commune de Pire disposait d'une maison communautaire, cette nouvelle construction sera d'une dimension plus importante et donc plus en phase avec les ambitions et le statut de Pire, commune Carrefour. L'ancienne maison communautaire pourra ainsi, au terme des travaux, intégrer le patrimoine bâti de la commune de Pire. Concernant le marché, sa construction va jouer un rôle moteur dans le développement économique local. Il est attendu, au-delà de la seule livraison de l'infrastructure, une meilleure structuration du tissu économique de Pire. Pour ces 2 projets, c'est un montant total de 200 millions de francs CFA qui sera investi.
Santé. Les urgences sanitaires font beaucoup de bruit, or le bruit ne fait pas de bien. Malgré les améliorations, la situation est décriée par les usagers des structures de santé. Les autorités sanitaires ont convoqué un CRD pour examiner les problèmes spécifiques à la région de Dakar. Une série de mesures a été adoptée. Elle s'articule autour d'une meilleure régulation et de l'augmentation des capacités d'accueil. C'est ainsi que les centres de santé seront dotés de services d'accueil et d'urgence pour décongestionner les hôpitaux. Oumar Diawa. La région de Dakar, compte tenu de ses spécificités démographiques, spatiales, sociales et économiques, n'a pas les mêmes problèmes que les autres régions du pays. Une boutade veut d'ailleurs que tout se passe dans la capitale, du banal à l'important, du bon au moins bon. Les plaintes de nos populations sont audibles au quotidien. Je me rends compte que ce n'est pas toujours qu'on est accueilli d'une manière qui nous apaise. Sans sa blouse de médecin ni de gants, le diagnostic tombe. La situation n'est pas, comme qui dirait, de la même couleur que la tenue de Madame le ministre. On peut être confronté à un problème de place disponible. On peut être confronté à un problème de prise en charge. Et il faut tout de suite lever les incompréhensions. Il y a des urgences dans l'accueil, les délais de prise en charge, les attitudes, les comportements et la prise en compte des contraintes financières des accompagnants. Et pour éviter la valse d'un hôpital à un autre, une régulation coordonnée est nécessaire. Les centres de santé n'évacueront plus comme ça à l'hôpital, mais aussi prendront en charge les malades qui leur arrivent. Ça va permettre de désengorger les hôpitaux. Au lieu d'envoyer tout le monde à Dakar. Le respect de la pyramide sanitaire et l'existence de structures adaptées aux urgences permettent de limiter l'afflux vers des hôpitaux pas toujours très proches. Il est parfois courant de voir qu'il n'y a pas assez de capacité. Et donc, quand les lits sont pleins, vous ne pouvez rien faire. 24 heures sur 24, le SAMU et les sapeurs-pompiers sont sur la brèche pour porter secours aux populations. La série de mesures arrêtées les concerne au plan de la logistique et des moyens humains. Ces mesures iront dans le sens non seulement de renforcer la brigade nationale des sapeurs-pompiers en moyens d'intervention, en infirmiers urgentistes, en formation de personnel spécialistes qui seront à bord des engins. Autant de mesures qui permettent d'éviter d'engager le pronostic vital de l'individu et donc de lui donner le maximum de chances de rester en vie. La personne qui n'a pas le bon soin, c'est une vie humaine. Et donc c'est toujours dramatique. Et c'est pour ça qu'on veut éviter le pourcentage de personnes qui ont des problèmes, dont les malades mentaux. Les urgences psychiatriques font partie des points durs dans la chaîne de secours. À ce sujet, l'hôpital de Thiaroye va être renforcé et l'offre de soins diversifiée. Un comité de suivi des recommandations sera mis en place pour éviter des retards dans la mise en œuvre. Interdiction des sachets plastiques à faible micronage, un an après la décision de l'État de les enlever du circuit commercial. Où en est-on? Si le processus est toujours en cours, il faut constater que ces produits nocifs sont toujours utilisés. Alors question, peut-on parler de l'application effective de cette loi 12 mois après son adoption? Fatoumata Sabné. Déchets plastiques en poubelle à usage domestique, en granulés pour la fabrication de récipients ou encore en tube orange pour la protection des câbles, c'est la nouvelle vie des déchets plastiques. Nous voulons collecter chaque année 3000 tonnes de déchets plastiques. Et dans le cadre de cette récupération-là, il y aura aussi de la création d'emplois parce que dans chaque point de collecte, on aura 2 personnes qui seront recrutées pour assurer le travail au niveau de ce point de collecte. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est l'initiateur de l'opération Sénégal sans déchets plastiques. La tutelle apprécie l'engagement de ses partenaires et reste en phase avec la deuxième partie de la loi sur le plastique. Elle porte sur la gestion rationnelle des déchets avec la mise à disposition du matériel de collecte au niveau de l'ensemble du territoire national. Malgré l'existence de cette loi, que le péril plastique est encore là. Et donc il faut des initiatives privées fortes aux côtés donc, des pouvoirs publics pour venir à bout de ce péril plastique. En amont, il y avait un problème donc, de collecte et en aval aussi, il y avait le problème donc, de débouché. Et là, si on règle ces 2 problèmes, donc la filière va se porter mieux. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite l'ensemble des acteurs à participer activement à l'opération afin de contribuer au développement durable de nos communautés et à la préservation de notre environnement.
L'Union africaine des radiodiffusions a un nouvel adhérent. Il s'agit du Maroc. Le royaume charifien a signé son intégration au sein de l'Union ce matin. C'était à l'occasion de la 10e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'UAR qui célèbre également ses 10 ans. Cérémonie présidée par le ministre de la Culture et de la Communication. Voici le reportage de Koumadia Ratemar. Il y a exactement 10 ans que l'acte final de l'URTNA s'est joué à Abuja et que l'UAR a été porté sur les fonds baptismaux. Le 10e anniversaire de l'Union africaine de radiodiffusion est célébré à l'occasion de son assemblée générale ordinaire. L'heure est au bilan. Nous en avons profité aussi pour soulever un certain nombre de problèmes. La numérisation des archives audiovisuelles, c'est un problème extrêmement important qui préoccupe tous les pays africains. Bon, la formation, c'est aussi un secteur extrêmement important, mais faire en sorte aussi que ce problème qu'on vient d'évoquer et qui est le problème de la retransmission des grands événements sportifs puisse être pris à bras le corps. Après une décennie d'existence, l'UAR peut compter sur l'appui de partenaires comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour trouver les voies et moyens de mieux faire face aux défis liés au numérique. Le secteur de la radiodiffusion, de l'audiovisuel, il va de pair avec le droit d'auteur parce qu'effectivement, les œuvres créatives, les œuvres audiovisuelles, elles ne font pas que nous divertir, nous éduquer, mais elles ont une valeur économique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites partout dans le monde et des études récentes montrent que ces industries emploient près de 30 millions de personnes dans le monde, qu'elles représentent en général en moyenne environ de 5 à 7% du PNB. Donc le droit d'auteur est particulièrement important comme outil incitatif pour le financement des contenus locaux. Il peut effectivement jouer aussi un rôle très important pour la question de la gestion des droits liés aux archives. Et c'est dans ce cadre-là que c'est un outil très important. Donc le développement du secteur audiovisuel en Afrique, qui est plein de promesses, qui est en plein essor avec le basculement numérique, il doit s'accompagner d'un encadrement juridique pour cette question des archives, bien sûr, mais aussi pour soutenir le développement des organismes de radiodiffusion qui sont victimes à l'heure actuelle aussi de problèmes de piraterie. Le temps fort de cette Assemblée générale de Dakar, c'est l'adhésion du Maroc au sein de l'UAR, un tournant important de l'histoire de l'Union. Cette adhésion vient en droite ligne de la vision et de la stratégie de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, qui promeut la coopération sud-sud et le fait de nous retrouver au sein de l'UAR va également dans le même sens. Vous le savez, le Maroc a réintégré l'Union africaine tout récemment et donc il est tout à fait naturel que nous, professionnels, nous intégrions les instances où nous devons nous trouver naturellement. Cette adhésion, pour nous, est une occasion de participer, de contribuer aux côtés de nos confrères africains au dynamisme de l'UAR. Nous sommes heureux d'intégrer l'Union africaine de radiodiffusion africaine. Nous comptons contribuer avec la dynamique nécessaire et les moyens nécessaires dans le cadre de la coopération avec tous les partenaires de l'UAR et porter son projet pour un produit audiovisuel africain de qualité pour son public et sa population. Le royaume chérifien vient ainsi de marquer l'histoire de l'UAR en devenant le 47e pays membre de l'Union. Il vient la renforcer. Promotion du travail décent. État employeur et les travailleurs se concertent pour une approche axée sur les résultats. Et pour ce faire, le comité de pilotage du programme pays a tenu un atelier de renforcement des capacités de ses différents membres. Fanta Badji. En 2012, le Sénégal avait adopté son premier programme pays pour le travail décent. À travers cet acte, l'État manifesta ainsi sa volonté d'insérer l'ensemble des initiatives en matière de promotion de l'emploi et de stratégie de lutte contre la pauvreté dans un cadre cohérent et consensuel. Le Sénégal a effectué le 15 juillet 2015 une revue biennale du programme
En vue de faire le point sur les actions réalisées, une feuille de route a été adoptée par les mandants tripartites. La première étape de cette feuille de route consistait en la création d'un comité de pilotage chargé de la formulation d'un nouveau PPTD qui sera aligné et harmonisé avec le plan Sénégal émergent. L'atelier s'inscrit justement dans la dynamique de renforcer les membres du comité de pilotage du programme en gestion axée sur les résultats pour amener l'État et les partenaires sociaux à travailler en collaboration avec l'OIT et le BIT pour atteindre les objectifs de travail décent. Les mandants tripartites mixeront leurs visions, sensibilités et intérêts, à savoir le plan émergent Sénégal, les intérêts des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs pour le développement économique et social du Sénégal. L'exercice que nous démarrons ce matin devrait nous permettre d'atteindre, j'allais dire, des avancées beaucoup plus importantes dans une logique inclusive, mais surtout dans une logique d'évaluation, donc de gestion axée sur les résultats. Il est attendu des participants une appropriation du programme et l'élaboration d'une feuille de route pour la formulation du prochain cycle de PPTD du Sénégal. Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, attire plusieurs ressortissants de pays étrangers. Plus d'une centaine de nationalités y sont présentes, dont les Sénégalais. Ces communautés constituent quelque part la majorité de la population de cette ville ouverte au monde, mais qui a ses propres règles. Alors comment se fait l'intégration de nos compatriotes? Oumou Baldé s'est intéressé à cet aspect lors de son dernier séjour à Dubaï. Une visite de Dubaï permet de mesurer le caractère international de cette ville située sur le golfe arabo-persique. Le gigantisme de ses projets architecturaux se laisse découvrir dès le premier contact. Cette métropole mondiale des Émirats arabes unis est communément connue pour son caractère cosmopolite, un croisement de communautés provenant d'Asie, d'Arabie et d'Afrique, dont le Sénégal. Les Sénégalais ont justement su s'intégrer parfaitement. Comme bon nombre d'étrangers à Dubaï, le business et surtout leur dada. C'est très facile d'obtenir une licence ici, c'est pas difficile. Et les taxis aussi, par exemple, quand l'année est finie, on vous donne un forfait, tu payes directement, c'est fini. Tout ce que tu dois à l'État, c'est déjà intégré dedans. Et aussi, il y a la sécurité, vraiment, on sent très bien ici à Dubaï. L'intégration de la colonie sénégalaise, c'est aussi avec les autres étrangers basés à Dubaï, comme les Indiens qui excellent dans le business trading. Je travaille avec des Sénégalais, ils sont formidables. Je viens régulièrement au Sénégal pour aller à Touba et un peu partout dans le pays. Senegal is very good, weather is very good. I like more part of Senegal. Senegal is very good. Au-delà du monde des affaires qui unit les Indiens, les Sénégalais et les autres communautés étrangères, ils partagent aussi les réalités locales. Ainsi, tout investisseur étranger ne peut exercer qu'à la condition d'être parrainé par un citoyen dubaïote, et cela à un prix. Si tu veux ouvrir une licence ici, il te faut un sponsor. Cet sponsor-là, tu dois lui payer quelque chose, soit par mois ou bien par année. Tu lui payes environ 2 millions ou 3 millions chaque année. Il y a certains sponsors, vraiment, ils sont très compliqués et souvent ils te fatiguent. Donc souvent, ils viennent te demander beaucoup d'argent parce que il y a certains sponsors, ils ne viennent pas te fixer un montant. S'il te voit ton business en train de développer beaucoup, il revient et ils veulent changer le prix. Il faut augmenter, tu as vu. Mais dans ce cas, tu as le droit de changer aussi. Tout de même, les Sénégalais arrivent à saisir les nombreuses opportunités qu'offre Dubaï, comme le domaine de l'aviation civile. Nous travaillons avec une compagnie du Golfe, disons. C'est un pays vraiment ouvert et cosmopolitain, disons. Il y a des personnes de toutes les nationalités qui sont là. Et pour dire vrai, là où nous travaillons aussi, nous avons à peu près 140 nationalités. Et nous représentons le Sénégal là-bas. Nous, les Sénégalais, nous avons le open mind. Donc voilà, ça se passe facilement. L'intégration des Sénégalais de Dubaï est donc une réalité.
Les étrangers constituent d'ailleurs la majorité de la population de Dubaï. Des communautés qui saisissent pleinement des multiples opportunités qu'offre la croissance fulgurante de Dubaï, une ville carrefour. Après ce voyage à Dubaï, nous parlons de l'actualité internationale qui nous mène en Afrique du Sud, au Nigeria, mais également au Niger, où 11 soldats ont été tués dans une attaque près de la frontière avec le Mali. C'est Dina Lunfal. 11 soldats ont été tués au Niger dans une attaque près de la frontière avec le Mali. Les assaillants ont emporté 7 véhicules. Aucune revendication n'a pour le moment été faite. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays voisins, avaient récemment annoncé la création d'une force conjointe afin de sécuriser les frontières communes. 2 archéologues allemands ont été kidnappés au Nigeria, à Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Les inquiétudes au sujet des enlèvements pour rançon se sont accrues. Les 2 Allemands ont été enlevés sur la route que les voyageurs arrivés par avion devront emprunter à partir du mois prochain pour se rendre dans la capitale. L'aéroport d'Abuja doit fermer le 8 mars pour 6 semaines de travaux. Le trafic aérien sera transféré à Kaduna, ce qui risque de poser des problèmes sécuritaires. Depuis 2 semaines, l'Afrique du Sud fait face à des incidents xénophobes. Le gouvernement a lancé ce jeudi un appel au calme après les violences dirigées contre les immigrés. Des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et Pretoria. Ces incidents n'ont pas fait de victimes mais ont conduit la police à renforcer sa présence et à procéder à de multiples arrestations. Cela nous amène à parler du repentir, genèse et actualité. C'est le thème du colloque qui se tient ce 22 et 23 février à la paroisse Saint-Joseph de la Médina. Ce colloque pluridisciplinaire organisé par le Centre Saint-Augustin de Dakar à l'occasion de ses 30 ans est un chantier de réflexion pour les spécialistes de la théologie et de la philosophie. Jeanne Dior. Regretter un acte et manifester le désir de se faire pardonner veut dire se repentir. Cette volonté vue dans un contexte religieux, politique et scientifique a réuni des hommes de foi et de chercheurs autour d'un colloque. Le repentir, genèse et actualité. Les hommes d'affaires demandent pardon, les hommes politiques demandent pardon, tout citoyen demande pardon, il regrette sa faute. C'est d'ailleurs la grandeur d'un individu de reconnaître son tort. C'est l'occasion de réfléchir à partir d'un concept théologique comme le repentir, mais sur comment la vie politique s'est engagée dans des actes notamment de repentance, c'est-à-dire des actes qui ont été commis dans l'histoire. 2 jours d'échange et de réflexion entre experts de la théologie, étudiants de cette discipline et cadres de l'enseignement supérieur. Les conclusions de cette orientation scientifique pourront sans doute servir. Pour émerger, il nous faut la paix. Et la paix, elle commence par la paix des esprits, mais aussi la paix des cœurs. Et ceci passe également par le fait que ceux qui ont tort reconnaissent leur tort. Ceux qui ont fait du mal reconnaissent qu'ils ont fait du mal. Dans un monde où le mal semble régner en maître, le repentir est considéré par ces spécialistes de l'enseignement théologique comme une issue de stabilité pour le monde. On ne peut pas émerger qualitativement et même quantitativement si on n'est pas des personnes réconciliées avec nous-mêmes et avec les autres. Je pense qu'on vit une dimension sociale au Sénégal qui nous invite à nous interroger, ce qu'on appelle l'introspection. Des choses se passent aujourd'hui, des gens dénoncent le fait qu'on a perdu les repères par rapport à nos valeurs, qu'au fond, on est peut-être trop orienté aujourd'hui par des questions matérielles. Le Centre Saint-Augustin de Dakar, partenaire de la faculté de théologie de l'Université catholique d'Angers, est initiateur de ce colloque pluridisciplinaire. L'Institut est créé en 1987 à Dakar et forme depuis 30 ans une centaine de religieux en théologie et en philosophie. Et chaque année, ces missionnaires sont envoyés un peu partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
Le ministre de la Grande Réforme sur le foncier a été extrêmement bien accueilli par les populations. Ici, à la Médina, l'un des principaux quartiers concernés, cette transformation des titres précaires en titres fonciers était sur toutes les lèvres et au cœur de toutes les discussions. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. On croit rêver. Parce qu'on a toujours voulu obtenir un titre foncier. Et aujourd'hui, avec cette annonce du chef de l'État, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. C'est extraordinaire. C'est une bonne chose. C'est quelque chose de très simple, d'intéressant, d'utile et qui satisfait les gens qui n'ont pas la possibilité de faire des démarches en ce sens-là. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, à cause de toutes les péripéties que les gens de bonne volonté rencontrent pour simplement se mettre aux normes. Parce que nous savons très bien que sans papiers légaux, on ne peut pas régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, quelqu'un qui veut un prêt ne pourra pas en avoir s'il n'a pas de papier en règle. Cet enthousiasme se justifie par le long parcours de combattants qu'il fallait faire pour accéder à la pleine propriété au Sénégal. Cette décision est le résultat d'un long processus entamé par les services de l'État, mais l'engouement était très faible. Seule une centaine de titres précaires avaient été changés. Mais aujourd'hui, le chef de l'État demande une modification des textes afin que le maximum de Sénégalais puissent en bénéficier gratuitement à travers les futurs guichets uniques. Et ça, les habitants des Parcelles Assainies l'apprécient à sa juste valeur. Nous saluons cette bonne nouvelle parce que nous l'avons toujours demandé, mais moyennant des sommes que nous ne pouvons vraiment pas payer. Vous savez que les Parcelles Assainies, c'est un projet qu'on avait fait pour les démunis. Donc, s'il y a ce projet-là, s'il y a cette décision prise par le président de la République qui nous facilite, par exemple, l'obtention du titre foncier, on n'a que la saluer. Chaque habitant des Parcelles Assainies attendait cette annonce avec impatience. Nos permis d'occuper pourront prendre de la valeur maintenant. Alhamdulillah. La transformation des titres va octroyer au terrain beaucoup plus de valeur et une sécurité juridique certaine. Et ce traitement équitable sur les titres de l'État sera bénéfique pour toutes les parties concernées. Le titre précaire, c'est un droit personnel qui est consenti à quelqu'un pour l'occupation d'une parcelle. C'est juste pour déterminer l'occupant d'une parcelle. Il ne doit aucun autre droit que de cette mesure, c'est tous les permis d'occuper, les autorisations d'occuper et les titres qui ont été délivrés dans la période de 1926 à 1972. Les titres d'occupation dans les lotissements réguliers délivrés par les autorités administratives compétentes. Ces types de titres sont souvent rencontrés au niveau des quartiers, comme la Médina, comme Grand Dakar, comme Gueule Tapée, comme Fass, Colobane et Grand Yoff. L'application de cette décision sera accompagnée de dispositions opérationnelles. Les services concernés seront mobilisés et les moyens déployés pour la rendre effective. La différence fondamentale avec de précédentes mesures de même nature est que celle-ci est gratuite. L'importance de la mesure pourrait, s'évaluer sous deux angles. Le premier, c'est la gratuité de l'opération. Toutes les personnes, tous les citoyens qui le désirent, peuvent aujourd'hui bénéficier d'un titre foncier sans bourse déliée. Deuxièmement, le chef de l'État a instruit le gouvernement de simplifier la procédure et d'accélérer l'opération. Dans la continuité de l'objectif de conférer à cette mesure un sens uniquement social pour aider les populations qui le désirent sans en avoir les moyens
parce que il y avait avant cette mesure un dispositif extrêmement important qui est la loi 87/11 qui permet de février 1987 qui permettait de transformer les baux ordinaires et les baux emphytéotiques, notamment en titre foncier. Mais cette loi n'avait pas, disons, une disposition qui rendrait gratuite l'opération. Le ministre assure de la mise en place de moyens conséquents pour l'accompagnement de la mesure, laquelle apportera un nouveau souffle à une procédure d'acquisition du titre foncier, parfois extrêmement décourageante. Alors comment les Sénégalais accueillent-ils cette mesure? Reportage dans certains quartiers de Dakar, signé Ourey Chama. L'annonce faite en conseil des... L'occuper exclusivement. À l'opposé, nous avons en face de ces titres précaires ce qu'on appelle le titre foncier, qui est un droit réel immobilier, qui est le modèle le plus achevé du droit de propriété, qui confère au titulaire la possibilité de l'occuper, de le vendre, de le louer et d'en récolter les fruits. Dans une ville comme Dakar, ou même je dis le Sénégal, qu'il y ait pas plus de 20% de propriétaires qui ne disposent pas de papier en règle, ça pose un problème. Le titre foncier pose un problème. Donc que cette mesure-là arrive maintenant, mais on ne peut qu'applaudir en se disant que dans l'application, je veux dire tous les services de domaine qui sont concernés, mais veilleront à diligenter les procédures pour ne pas encore qu'on tombe sous le coup du parcours des combattants. Le chantier est donc vaste et l'enthousiasme énorme, mais avec la modification de la loi, la création de guichets uniques et la gratuité des extraits de plans, la route vers la liberté et l'équité foncière sera bien balisée pour le bien des populations sénégalaises détentrices de titres précaires sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Autre fait social, la baisse du prix de l'électricité est donc effective. Les dernières factures le confirment, moins 10%, comme l'avait annoncé le président Macky Sall en début d'année. Une baisse significative soutiennent les populations que notre reporter Aminata Mengfal a rencontrées. La baisse du prix de l'électricité, une mesure que les populations attendaient avec impatience. À Rebeuss, ce quartier populaire, les factures sont reçues avec beaucoup de joie. Les populations saluent l'effectivité de la baisse. Nous sommes très contents de la baisse du coût de l'électricité. Depuis qu'on a reçu les factures, les gens en parlent dans le quartier. C'est une très bonne chose. Ici, comme ailleurs, la baisse substantielle du coût de l'électricité est favorablement accueillie comparativement au mois précédent. Vraiment c'est bon parce que moi je l'ai ressenti. Ça veut dire que parce qu'avant je payais 90 000, 86 000, donc vraiment hier quand j'ai vu la facture quand c'était venu, c'était un montant de 38 000. Donc j'ai vu que vraiment c'était vraiment cool quoi. Je ne sais pas est-ce que ça va continuer comme ça ou pas, mais bon, c'est vraiment cool pour l'instant. Vraiment, il y a des changements. La dernière fois, nous avons payé 40 000 francs. Ce mois-ci, la facture s'est élevée à 20 000 francs CFA. Pour les ménages les plus vulnérables, cette baisse constitue un allègement de la pression sociale. C'est une mesure qui profite surtout aux ménages qui peinent à joindre les deux bouts. C'est une bonne initiative. Je pense que c'est une bonne chose que nous voyons. À travers cette mesure sociale prise par le chef de l'État à l'occasion du Nouvel An, l'État vise directement un gain de 30 milliards en faveur des ménages. Toutefois, les Sénégalais espèrent voir la mesure se pérenniser. Le gouvernement décline sa feuille de route économique et sociale pour 2017, 153 milliards à l'agriculture, 22 aux collectivités locales, de grands investissements dans le monde rural, la santé avec une loi sur la couverture maladie universelle, le foncier, la justice, bref, autant de secteurs pour consolider la croissance en 2016, estimée à 6,7%. C'est ce qui ressort de la préparation de la revue annuelle conjointe 2017. L'atelier s'est ouvert en présence des partenaires techniques et financiers et du ministre des Finances, Amadou Ba Abiboumaï.
Quand la revue annuelle conjointe se prépare, on risque de chercher une place dans une salle comble où le gouvernement décline sa feuille de route économique et sociale. Des secteurs clés qui charrient les bons points de l'émergence. Les partenaires techniques et financiers du Sénégal veillent sur la bonne exécution des projets et l'évaluation des politiques publiques. Des réalisations de 2016 qui augurent de belles perspectives pour 2017. Pour l'année 2017, le budget prévoit 153 milliards pour l'agriculture. Avec le vote de la LFI 2017, l'investissement sera orienté vers des projets d'envergure, tels que le projet d'équipement du monde rural, le programme national d'autosuffisance en riz, le programme des domaines agricoles communautaires. Il n'y a pas que l'agriculture à servir, mais aussi la santé et les collectivités locales. Adopter une loi pour rendre obligatoire la couverture maladie universelle. Le projet de loi est en train d'être réactualisé en tenant compte du nouveau dispositif institutionnel. Augmenter les transferts financiers de l'État vers les collectivités locales au titre de l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources allouées aux collectivités locales ont connu une hausse entre 2014 et 2015. Le fonds de dotation de la décentralisation est passé de 20 milliards 410 millions à 22 milliards 408 millions de francs, soit une hausse de 1 milliard 9,8%. Le fonds d'équipement des collectivités locales est passé de 15 milliards à 20 milliards, soit une hausse de 5 milliards, soit 33%. La feuille de route délimite le foncier et fixe les contours des contrats de performance pour l'administration. La justice également avec le code pénal et le code de procédure pénale. La lutte contre le terrorisme et son financement. De quoi consolider les estimations de croissance. Une réponse à ceux qui pensent. Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les populations réagissent après la décision du gouvernement de transformer les titres précaires en titres fonciers et gratuitement. La mesure prise hier en Conseil des ministres est une véritable aubaine pour certains. Retour dans cette édition sur son champ d'application. Et puis les factures d'électricité à l'ère de la baisse de 10% annoncée en début d'année par le président Macky Sall. La mesure est effective et les populations l'accueillent avec soulagement. Réaction à Dakar dans ce journal. Voilà un an que l'État a décidé d'interdire la production, la commercialisation, l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. 12 mois après, où en est-on dans l'application de cette loi? Le point dans cette édition. Le Sénégal entend améliorer ses performances économiques avec un taux de croissance qui devrait être maintenu ou encore plus élevé que les 6,5% de 2015, un chiffre jamais obtenu depuis 30 ans. Nous en parlons dans la rubrique économie de ce jeudi. Bienvenue et bonsoir à tous. Les titres précaires seront donc transformés en titres fonciers, mesure prise hier en Conseil des ministres. Il faut dire que c'est une mesure qui a un champ d'application bien précis. Retour sur les différents contours de cette décision gouvernementale avec René Massiga Diouf. Comment acquérir un titre foncier à partir d'un titre précaire a été jusque-là la grande équation pour de nombreuses populations. Longueur des procédures, services payants et parfois coûteux sont les difficultés qui dans la plupart des cas font obstacle à toute démarche administrative des citoyens. La décision prise en Conseil des ministres par le chef de l'État rend facile l'accès aux documents. Elle transforme simplement les titres de propriété en titres fonciers. Aujourd'hui, il faudra sécuriser les transactions foncières, protéger les investissements et permettre aux familles qui le désirent d'accéder à la pleine propriété de titre foncier. Car le titre foncier, c'est le droit de propriété le plus achevé. L'importance de cette mesure aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes détentrices de ces titres précaires d'accéder à un titre foncier qui devient un droit définitif et inattaquable. La mesure est révolutionnaire et destinée à faciliter les conditions d'accès à la propriété. Pour le ministre en charge du budget, elle n'est dictée que par des motivations sociales et s'applique quasiment à un large éventail de détenteurs de titres de propriété. Le champ d'application